Comme beaucoup de Français, l'OMC, j'en avais surtout entendu parler depuis le démontage du McDonald's de Millau, et mes questions étaient celles que peut se poser le non-spécialiste. Depuis quand, par qui, pour qui, et au nom de quoi, une telle institution a-t-elle été mise en place jusqu'à devenir cet arbitre du commerce mondial redouté? Comment se peut-il, par ailleurs, qu'une institution ayant des conséquences aussi directes sur les législations de tous ses pays membres puisse rester aussi en marge des masses médias et des débats politiques nationaux? J'ai souvent entendu répondre parce que c'est compliqué et que ça n'intéresse pas grand monde. C'est, disons, le troisième pilier des institutions de Bretton Woods. En 1944, à la conférence de Bretton Woods, on a créé la Banque mondiale et le FMI. Et on devait créer aussi l'Organisation internationale du commerce. Ça a échoué. On a juste eu la charte de la Havane, parce qu'il y a eu une grande réunion à la Havane, mais les États-Unis se sont retirés de cette charte de la Havane parce qu'il y avait des objectifs sociaux, l'objectif de plein emploi, etc. Et ils ont convoqué 23 pays au début pour le GATT. Donc là, nous sommes avec Agnès Bertrand, qui a entre autres écrit ce livre. Donc oui, un peu de... Seulement le GATT avait des prérogatives très restreintes. D'abord, on s'occupait que de commerce international et encore pas de tout. On ne s'occupait pas des services, c'était que les produits manufacturés présents sur le marché mondial. Le but inscrit était la réduction des barrières douanières, des droits de douane, et rien d'autre. Mais de round en round, on a ajouté progressivement d'autres disciplines jusqu'au 8e round, qui a été vraiment le grand tournant. C'était sous l'administration Reagan. Et en 86, à Punta del Este, en Uruguay, dans le casino, c'est extraordinaire, la réunion qui a lancé l'Uruguay Round s'est passée dans le grand casino de Punta del Este. In Punta del Este, Uruguay, ministers from all around the world gathered to launch an event that was to transform world trade, the 8th round of GATT negotiations, the Uruguay Round. Au moment du conflit entre l'Europe et les États-Unis sur la question du bœuf aux hormones, eh bien on s'est retrouvé confronté directement à l'ORD. C'est-à-dire que l'Europe a été condamnée définitivement en appel en 1999 devant l'organe de règlement des différends. L'Europe a été condamnée parce qu'elle refusait d'importer du bœuf aux hormones en provenance des États-Unis et du Canada. Et au nom des règles de la liberté des échanges, l'OMC a tranché en faveur des États-Unis en disant que l'Europe n'avait pas le droit d'interdire les importations de bœuf aux hormones. On était arrivés, paysans et consommateurs ensemble, à faire interdire l'utilisation des hormones dans notre élevage. Et l'OMC était en train de décider que malgré notre interdiction collective de l'ensemble des pays européens pour des raisons de santé publique qui était notre choix alimentaire, eh bien, ceci était une entrave à la liberté du commerce. Et pour sanctionner cette entrave à la liberté du commerce, il était donné l'autorisation aux États-Unis de prendre en otage un certain nombre de produits et de paysans, dont les paysans de Roquefort, qui sont symboliquement les représentants de la première appellation d'origine contrôlée qui a existé dans le monde, puisqu'elle a été créée en 1925. Et donc, au nom de la circulation d'une marchandise d'agriculture industrialisée qui est poussée de manière invraisemblable avec des hormones, on a pris en otage la première appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire une production qui ne peut pas être imitée, qui doit être forcément produite de manière très locale et qui ne dépend pas du tout des subventions et des financements au marché international. Les accords de l'OMC, ça sert à qui? À quels intérêts? La réponse, c'est très simple. Ça sert aux transnationales, aux très grandes banques, aux très grandes compagnies d'assurance, etc. Il faudrait une organisation mondiale du commerce qui impose le respect des droits de l'homme, qui mette des limites aux grands pollueurs. Mais l'OMC est exactement l'inverse, puisque tous les principes de l'OMC mettent le droit à faire du commerce, de toutes les activités humaines et de toutes les ressources de la planète, au-dessus des autres droits. Et l'expression le moins restrictive possible au commerce revient une cinquantaine de fois dans les accords. Et il y a même un accord qui s'appelle l'accord OTC sur les obstacles techniques au commerce. Donc,
La priorité de l'OMC étant l'augmentation du commerce mondial, tout est examiné selon cette finalité. Il y a quelque temps, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on s'est rendu compte que non seulement les vaches devenaient folles, mais que ça n'épargnait pas non plus les humains, alors l'Europe a décidé d'interdire l'usage de farine animale pour nourrir les animaux. Après cette interdiction, des quantités industrielles de poulet, initialement destinées à être transformées en farine, sont venues se rajouter sur la liste des excédents agricoles européens. Qu'allait-on en faire? La réponse coula de source, il fallait bien trouver des clients. Et d'un certain point de vue, le Sénégal, par exemple, tombait bien. En tant que membre de l'OMC, il n'avait pas le droit de limiter ses importations, et l'industrie agroalimentaire européenne pouvait donc tout à fait légalement y écouler une partie de ses stocks. Transport compris, les poulets européens ont pu se vendre en moyenne à la moitié du prix pratiqué par les éleveurs africains sur leur propre marché. En 4 ans, au Sénégal, les importations de poulets sont passées de 50 tonnes à plus de 10 000 tonnes. Pendant ce temps, les 2/3 des fermes avicoles sénégalaises ont fermé. Le capitalisme n'est pas malade, ou tout au moins le capitalisme n'est pas tombé subitement malade. Il a simplement poussé jusqu'à son terme la logique dont il est porteur, à savoir tout transformer sur cette planète en objet de profit, tout transformer en marchandise. Et donc, il est en train de réaliser son rêve le plus dément, c'est-à-dire faire que tout ce qui bouge sur la planète, à la fois les richesses matérielles mais aussi les connaissances humaines, eh bien, deviennent des marchandises. On vient d'entendre l'économiste Jean-Marie Haribey. Celui qui prend la parole juste après lui est le musicien Ray Lema. Je voulais juste, pour répondre sur un plan, parler des difficultés que nous avons parfois pour expliquer simplement le concept de développement tel que vous en parlez, vous. Et moi, par exemple, je parle lingala au Congo. Vous savez que dans ma langue, lingala, le verbe avoir n'existe pas. Le verbe avoir, c'est être avec. We talk about things like unemployment rates as if these are just body counts, just numbers, not realizing that when you throw somebody into unemployment, it really destroys the life of the family. It can destroy the opportunities for the children. It can cause malnutrition. It has enormous social consequences. And somehow that gets left out when you say, well, the unemployment rate increased from 3% to 15%. It sounds just like any other number, but that really dehumanizes what is really going on. On est venu ici à Vevey parce que Vevey c'est le siège de Nestlé qui est une des plus grosses multinationales de l'agroalimentaire, et on a décidé de mener une action aujourd'hui parce que se négocie cette semaine la libéralisation des échanges agricoles et la libéralisation des services, ce qu'on appelle la GCS dans le jargon de l'OMC. Et pendant que ces négociations ont lieu, il nous a paru important de donner un éclairage particulier en mettant l'accent sur une multinationale qui profite du système de l'ouverture des marchés pour augmenter ses profits et pour accaparer encore plus de richesses au détriment notamment des petits paysans du Sud qui produisent du cacao, du café. On est parti sur un certain nombre d'exemples. On est parti sur le café, on a parlé du cacao, on a parlé du lait. Et à partir de ces 3 exemples, on a montré à Nestlé comment aujourd'hui partout dans le monde, ils bénéficiaient de la baisse des produits agricoles pour augmenter leurs bénéfices et donc rémunérer leurs actionnaires.